Bonjour à vous, camarades et citoyens. Camarades et citoyens, camarades et citoyennes. Aujourd'hui, il va être question d'une question tout à fait importante. Il s'agit de la question qui est suivante. La question suivante. Les sociotraîtres. Alors, parmi les gens qui se disent socialistes ou communistes, il y a des gens qui ont des dérives gauchistes ou des dérives droitières, de toutes sortes, hein, sur le plan plutôt, on va dire, de la question du socialisme avec le gauchisme et l'opportunisme. Je renvoie à ce que dit le camarade Lénine là-dessus. Hein, la dérive anarchisante ou la dérive social-démocrate, voire libérale, et la dérive culturelle, soit la dérive sociétale culturelle, soit la dérive dite rouge-brune, soit la dérive dite postmoderne, qui sont les deux faces d'une même pièce, mais voilà, qui se positionnent comme l'une comme progressiste, l'autre comme conservatrice. Bon, bref. Euh, donc, souvent, il y a des gens qui qualifient certaines positions comme gauchistes ou droitières, sans forcément avoir du concret. Si vous voulez, quand il est question de, de dérives, il s'agit de savoir quelles sont les dites dérives de façon concrète. Donc j'en ai noté quelques-unes, enfin pas mal, qui permettent de noter qui sont véritablement les sociotraîtres. Moi, je vais me baser sur du concret. Parmi les individus ou les organisations, il s'agit de démasquer les sociotraîtres. On doit avoir une ligne conséquente, donc démasquer les sociotraîtres. Accuser ces sociotraîtres, parce qu'on ne peut pas se permettre, en tant que socialiste, en tant que communiste, dans un effort collectif, d'avoir des camarades qui ne sont pas fiables. Voilà. Ça, c'est dit. L'avant-garde, on recrute un noyau de gens fiables. Voilà. Donc, rentrons dans le vif du sujet. Là, c'est pas une lecture d'article, c'est plutôt une réflexion entre guillemets personnelle, plutôt voilà, une petite liste d'observations. Comment reconnaître les sociotraîtres parmi ceux qui se disent socialistes ou communistes? Quels sont les éléments? Par exemple, on a tout ce qui est mépris pour les formes de gouvernement républicain et démocratique. Entre autres, valorisation du royalisme, de l'anarchisme, du parti unique, de l'autocratie. Ça, c'est un premier point. Des gens qui sont pour le royalisme, l'anarchisme, le parti unique ou l'autocratie. Autre point, mépris de la laïcité au profit de la défense publique d'une religion. Ça peut être le christianisme, ça peut être l'islam. Autre point, le troisième point, mépris de la raison et de l'analyse matérialiste du monde au profit de conceptions subjectivistes, reniant le principe de réalité au profit de conceptions dogmatiques. Ça pose problème quand on renie le matérialisme et qu'on se veut de gauche, communiste ou marxiste. Voilà. On doit partir de l'analyse du monde réel. Donc, quand vous avez des gens qui méprisent la raison, l'analyse matérialiste du monde, voilà, le renier le principe de... Et pourtant, malheureusement, ça existe. Mépris de la raison et de l'analyse matérialiste du monde au profit de conceptions subjectivistes, reniant le principe de réalité au profit de conceptions dogmatiques. Donc il y a ça. Renoncement à l'universalisme moral au mépris de l'égalité en droit au profit d'une conception du monde identitaire, qu'elle soit communautariste ou suprémaciste. Division du prolétariat sur des bases identitaires. Donc ça, c'était le quatrième point. Cinquième point, renoncement tout au parti,
tout ou partie au collectivisme, suivant les cas refus de la nationalisation des grandes entreprises ou refus des coopératives pour les petites entreprises. Attention, les TPE peuvent rester privées, je précise. Et la collectivisation de l'économie doit se faire progressivement selon des échelles logiques en termes organisationnels. Oui. Oui, les TPE, 20 salariés, ça ne représente pas un écart salarial énorme. Et on peut développer des formes coopératives. De toute façon. Et il y a les exploitations familiales et indépendantes. Bon. Ça, c'est les TPE. Bon. Mais en revanche, quelqu'un qui refuse les coopératives au niveau des PME et le développement des ETI et même des TPE, bon, on ne peut pas vraiment dire qu'ils soient communistes ou socialistes. Enfin, socialistes peut-être, c'est tellement vague. Et les nationalisations des grandes entreprises, c'est très important parce que en fait, c'est très naïf de vouloir généraliser le modèle coopératif sans qu'il y ait des entreprises d'État pour... parce qu'en fait, il y a un niveau d'investissement et de coordination nécessairement assez élevé quand on s'attaque à des grosses entreprises. Pour les faire fonctionner, il faut mieux les collectiviser par une échelle centralisée qui est celle d'un État. Voilà. Sinon, c'est le marché qui prend le dessus. Bon. Ce qui mène une restauration du capitalisme. Alors, donc ça c'était le 5e point. 6e point, refus de toute forme de planification d'État au profit d'une conception libérale faisant des mécanismes de marché, offre et demande, la forme prédominante de l'économie de la gestion de l'économie. Toujours alors, refus de toute forme de planification d'État au profit d'une conception libérale faisant des mécanismes de marché, offre et demande, la forme prédominante de la gestion de l'économie. Alors, je parle de planification d'État. Il peut y avoir une planification centralisée au niveau de l'État au sens strict, impérative, et une planification locale, plus décentralisée à partir des collectivités territoriales. Il peut aussi y avoir des mécanismes d'autogestion ou du marché au sens d'échanges commerciaux à échelle locale, à échelon local. Voilà, ou même, mais le problème, c'est plutôt le commerce international, l'absence de contrôle de l'État. Enfin, il y a des planifications qui sont indicatives ou impératives, et on peut très bien avoir des petites parts de marché à un temps et progressivement le faire disparaître. Mais il faut une planification d'État et la nationalisation des grands moyens de production. Ça se fait pas en un jour d'éliminer toute l'économie de marché. Déjà, ceux qui veulent abolir la monnaie, ils risquent d'attendre longtemps parce qu'il faut développer le niveau technique suffisant. Mais il faut éliminer les mécanismes de marché parce qu'on n'est pas des libéraux en fait. On doit planifier les grandes orientations de l'économie nationale. Et des gens qui disent qu'ils veulent implémenter une logique de marché au sein du socialisme sont des traîtres. Si dans un premier temps, on n'aurait peut-être pas le choix de faire avec, c'est pour progressivement s'en débarrasser complètement, ou du mieux que possible. On n'a pas à faire comme Tito, qui est un traître au passage. Alors ça c'était le 6e point. 7e point, c'est encore plus... on va encore plus dénoncer les traîtres. Complicité vis-à-vis des politiques de libre-échange, qu'elles soient de type européiste ou mondialiste. Complicité vis-à-vis des politiques de libre-échange, qu'elles soient de type européiste ou mondialiste. Là, je vise nos amis de la gauche, de la France Insoumise, du PCF, de la NUPES, du Parti Socialiste. Bon, c'est évident qu'ils ont trahi DLV, qui n'a rien à voir avec le socialisme, mais qui a bien à voir avec l'européisme et avec le libre-échange. Pour des écolos, ils polluent bien la planète, en plus d'être anti-nucléaire. Mais bon, ça c'est autre chose. Quand vous êtes pro-libre-échange, vous êtes des traîtres. Vous ne pouvez pas vous réclamer du social en étant des libéraux. Le libre-échange, l'Union européenne,
la zone euro, avec en plus au passage la perte de contrôle sur la monnaie, hein, parce qu'on a abandonné la monnaie nationale pour une monnaie qui n'est pas sous notre contrôle, donc difficile de faire des politiques sociales. Quand non seulement on renonce à nos frontières douanières, donc à relocaliser notre industrie pour, par exemple, pouvoir mieux la contrôler, eh bien, on trahit. Hein. C'est bien beau de parler d'Europe sociale ou des États-Unis socialistes d'Europe, comme le fait Lutte ouvrière, mais c'est complètement idiot. C'est complètement idiot. Vous perdez tout le monde. Vous parlez une bonne partie de la classe ouvrière qui se fait juste avoir, soit elle se fait avoir par la droite, soit se fait avoir par la gauche. Hein. Parce qu'on a une gauche qui n'est pas foutue de prendre ses responsabilités vis-à-vis de l'Union européenne, vis-à-vis de la mondialisation, et de dire qu'elle défend un programme visant à retourner au franc, à une monnaie nationale, visant à rétablir des frontières douanières et à contrôler les échanges commerciaux. Ça, c'est un programme minimal. Il n'y a pas besoin d'être d'extrême gauche pour avoir ce programme minimal, mais c'est nécessaire quand on est d'extrême gauche, en fait, d'avoir les bases. Hein, l'Europe, ça sert les banques et les multinationales. Donc ça sert pas le peuple. Hein. Donc ça, c'était le 6e point, je crois. Non, c'était le 7e point. Donc, c'était le 7e point. Le 8e point, c'est sujétion. Ça le rejoint de toute façon. Le 8e point, c'était sujétion de son propre pays à une puissance étrangère ou à des institutions supranationales au mépris. Pardon. Au profit, oui. C'est plutôt l'inverse. Au mépris le plus complet de la lutte des classes. Par exemple, avec une tendance à l'européisme et à l'atlantisme. Ça, c'est le 8e point. 9e point. Mépris du syndicalisme et du droit de grève. Jaunissement des syndicats de lutte au profit de la collaboration de classe. Alors, je reviens sur ces deux derniers points. Donc, l'atlantisme, ça, c'était une honte, par exemple, pour le PCF, quand des députés PCF ont voté des crédits de guerre en faveur de l'Ukraine, en faveur du régime de Kiev, qui est un régime réactionnaire, comme tout le monde le sait, qui est un valet des Américains, qui est anticommuniste, antisyndicaliste, mépris du syndicalisme et du droit de grève, jaunissement des syndicats de lutte au profit de la collaboration de classe. Ce qui est problématique, c'est que la CGT, aujourd'hui, est dans la CES, la Confédération européenne des syndicats. Or, bon, les s'aligner sur l'européisme, s'aligner sur les institutions européennes, c'est pas vraiment très... comment dire, la BCE, l'Union européenne, l'euro, ce n'est pas vraiment des institutions qui prônent la dictature du prolétariat. Je ne sais pas s'il y a le MEDEF dans la CES. Hein. Après, de toute façon, quand il y a la CFDT, le MEDEF n'est pas loin. Mais voilà, la tendance à la collaboration de classe. Après, oui, c'est vrai que s'il y a la CFTC, il y a la CFDT, la CFTC et FO. Hein. FO qui sont des trotskistes, un peu financés sur les bords par les Américains, au passage. Donc, FO qui sont des trotskistes, enfin, à la base, c'était financé parce qu'il y avait des trotskistes dedans, comme syndicat. Et que bon, les Américains aiment bien financer des trucs qui sont contre les communistes. En l'occurrence, c'était pour affaiblir la CGT, très liée au Parti communiste français à l'époque, qu'ils ont financé FO, les Américains.
La CFTC, c'est des chrétiens. Donc, quelle horreur. En fait, la CFTC et la CFDT. La CFDT, c'est la version laïque de la CFTC. Mais c'est la même merde patronale. C'est la même merde de gens qui sont des syndicats de collaboration de classe. Si vous voulez défendre les droits des travailleurs, n'allez surtout pas à la CFTC ou à la CFDT, allez à la CGT. Et surtout pas à FO, mais à la CGT. Et pas à Sud Solidaire, mais à la CGT. Point barre. Les syndicats bourgeois comme la CFDT ou la CFTC, qui sont des syndicats jaunes, n'y allez pas. FO, peut-être vous pouvez y aller parce que c'est un peu plus combatif, c'est plus un syndicat de lutte. Mais bon, c'est quand même un peu trop lié au trotskisme. Alors, mépris du syndicalisme et d'autres grèves, je précise, le syndicalisme est indispensable pour lutter contre le capitalisme. Pourtant, on peut très bien critiquer le fait qu'il y ait des dérives bureaucratiques, j'aime pas trop ce terme, utilisé à tort à travers, qu'il y ait des tendances à beaucoup d'entrisme bourgeois, plutôt, au sein des syndicats et de gens qui mettent une ligne qui n'est pas forcément terrible pour les travailleurs au sein des syndicats. Oui, comme dans n'importe quelle organisation, il peut y avoir des éléments hostiles. Voilà. Ou des éléments carriéristes qui ne feront pas leur boulot. Et il y a une naïveté par rapport à la mondialisation. Et justement, il faut travailler en interne, en fait, de ces syndicats. Les syndicats sont des organisations de masse. On a besoin et de l'avant-garde et de la masse. Alors, on a besoin d'un parti d'avant-garde et une organisation syndicale de masse. La théorie et la pratique, si vous voulez. Les deux se nourrissent l'une de l'autre. Alors, voilà. Mépris du syndicalisme et du droit de grève. Donc, quelqu'un qui va mépriser les luttes syndicales, ça ne va pas forcément être quelqu'un qui est proche de nos... Voilà, les idées. Dans le même genre d'état d'esprit, ça c'est encore une évidence, mépris vis-à-vis des conquêtes sociales du prolétariat et des services publics. Mais il arrive qu'il y ait des gens qui se disent communistes et qui, par exemple, disent qu'ils n'aiment pas les impôts en disant que de toute façon, on va nationaliser les grands moyens de production et donc du coup qu'on n'en aura plus besoin. Il y a des gens qui disent qu'ils veulent plus d'impôts sur le revenu ou d'impôts progressifs et qui ont un discours libéral sur la fiscalité en disant que c'est SOSDEM, les impôts, tout ça, mais en disant que oui, l'État va s'autofinancer grâce au socialisme, donc il faut être contre les impôts et qu'il y aurait trop d'impôts en France. Il y a réellement des gens, ça existe, alors c'est peut-être des marginaux, et en attendant, il y a des gens qui crèvent. Il y a des gens qui ont avec ce genre de raisonnement, le temps de faire la révolution comme ils le veulent, ou d'arriver au pouvoir par des élections, le temps d'arriver au pouvoir et de nationaliser les grands moyens de production, il faut quand même faire voir qu'il y a des gens qui ont besoin de soins de santé dans les classes populaires, pas qu'on les fasse payer, d'éduquer leurs gamins, qu'on a besoin d'une sécurité sociale pour prévoir tous les risques sociaux de la vie courante, maladie, vieillesse, handicap, là c'est l'âge, tout l'handicap. Mais reste encore que c'est géré par la solidarité nationale qui est essentiellement dans notre société financée par l'impôt. Voilà. Il y a les cotisations, c'est encore autre chose, mais des gens qui te parlent de baisse de la cotisation pour augmenter les salaires ne se rendent pas compte que c'est du salaire différé et que c'est aussi un mécanisme de solidarité nationale. Voilà. Donc, Yes me l'a dit, accident du travail. Je ne vais pas tous les faire. Mais voilà, il y a des gens qui te parlent d'autofinancement de l'État. Certains se revendiquent aux djaïstes. Je suis d'accord avec le fait que l'État puisse s'autofinancer, cet argument. Mais quand on aura nationalisé les grands moyens de production. Mais ça ne se fait pas d'un coup de baguette magique. Ça, faut arrêter le truc avec... En attendant de nationaliser les grands moyens de production,
faut éviter que des gens crèvent. Hein. Et ça ne se fera pas d'un coup. Donc, entre-temps, il y a un court, un moyen et un long terme. Donc, à court terme, c'est essentiellement les impôts. À moyen terme, on nationalise, l'État peut avoir des recettes et fonctionner avec de l'impôt. Et à long terme, peut-être, on peut s'en passer d'impôts, d'imposition. Mais voilà, on a besoin d'un impôt sur le revenu, d'impôt sur les successions, et voilà. Mais il y a réellement des gens qui pensent qui disent, par exemple, que ça serait un discours SOSDEM de redistribution qui forcerait à accepter le capitalisme. C'est un peu trop accélérationniste. Il faut trouver des points d'accroche dans le prolétariat pour amener au collectivisme, à des trucs plus profonds, à des changements plus profonds. J'en étais où? Je vais pas tous les numéroter parce que c'est chiant. Valorisation du corporatisme. Excusez-moi. Au début j'avais froid. Non, j'ai chaud. Je change de température en ce moment. Donc, valorisation du corporatisme et de son corollaire logique qu'est la collaboration de classe. Alors moi, j'ai déjà croisé des gens qui se prétendaient à la fois pour le socialisme ou le communisme et pour le corporatisme, c'est-à-dire qui voulaient nationaliser toutes les grandes entreprises, mais qui voulaient garder les entreprises privées en remettant en place un système de guildes pour pas que ça fonctionne de façon libérale. Du coup, ils étaient contre les coopératives. Voilà. Bon, ça ressemble, voilà, quand même à... Ça peut être interprété comme la collaboration de classe, bon, même s'ils veulent nationaliser les entreprises. Mais voilà, il y a quand même un peu cet esprit, on va faire ami avec les petits patrons dans les gens qui voudraient remettre en place du système corporatiste. Il y a aussi des gens qui sont un peu paumés. Parmi des gens qui pensent, il y a des gens et des royalistes qui se prétendent anticapitalistes à cause du corporatisme, à cause de leur vision économique corporatiste, et qui ne comprennent pas que le corporatisme est un compromis de classe. Oui, l'anticapitalisme romantique que peuvent avoir certains, qui n'est pas de l'anticapitalisme, mais peut-être de l'antilibéralisme, mais encore, c'est assez mou. Hein. Mais voilà. Il y a des gens qui désignent le capitalisme pour désigner, par exemple, juste le libre-échange ou juste la propriété privée lucrative, mais sans connaître les mécanismes d'accumulation du capital. Donc du coup, n'ayant pas toutes les mécaniques pour combattre l'adversaire. Il y en a qui ont un anticapitalisme qui repose sur le sentiment, comme quoi le capitalisme ce serait l'État, alors que le capitalisme c'est pas vraiment l'État. Il faut plutôt un État pour lui éclater la gueule au capitalisme. Ouais. Donc voilà. Le corporatisme, c'est un système de groupement professionnel de l'Ancien Régime. Et c'est dépassé, le corporatisme, système de groupement professionnel par métier, par corps de métier. Ça existait avec les guildes. Et ceux qui ont voulu rétablir le corporatisme, au lieu d'avoir un corporatisme de guilde, on fait créer un corporatisme d'État qui était complètement artificiel. Ça, c'était plutôt les fachos. Mais c'était un truc au service des patrons, bien sûr. On fait semblant de faire une mesure de compromis dans lesquelles les ouvriers, les patrons et l'État seraient représentés, mais du coup, c'est un État qui représente le patronat, et les militants qui élisent les ouvriers sont au service de cet État, du parti, puisque c'est ce qu'ont fait les fascistes, sont au service d'un parti fasciste qui représente au final les intérêts du patronat, et du coup, les ouvriers se font avoir, j'allais dire baiser, mais restons polis, du début jusqu'à la fin, par un système corporatiste. Le corporatisme, c'est de l'arnaque. Les droitards qui vous parlent de corporatisme, en prétendant que c'est anticapitaliste ou antilibéral, on ne se rend pas compte que c'est juste de la collaboration de classe. On ne collabore pas avec l'ennemi. Quoi qu'on peut s'allier au patron des PME à un instant, sachant qu'ils se feront écraser que les PME peuvent se faire écraser par la concurrence des grandes entreprises.
Mais c'est une alliance tactique, pas une alliance de principe, en fait. Les TPE, c'est encore autre chose parce que, bon, ils sont sortis du prolétariat quand il s'agit de boulangers qui, de toute façon, travaillent au même titre que leurs salariés, les TPE. Mais les PME, bon, voilà. Autre question de faire du corporatisme au niveau des, TPE, des PME. Les TPE, c'est une part indépendant, une part familiale, une part coopérative, avec le développement du secteur coopératif. Voilà. Déjà, pour les PME, pour ce qui est des PME, il faut développer les comités d'entreprise déjà. Mais voilà, pas de corporatisme. Ouais, bon, j'ai un peu trop développé sur le corporatisme, je crois. Autre point, renoncement au centralisme démocratique au profit d'un décentralisme dictatorial, laissant des cadres locaux faire ce qu'ils veulent dans leur coin au mépris de la ligne majoritaire de l'organisation. Ça, c'est très important. Moi, je suis pour le centralisme démocratique au sens de on applique la ligne majoritaire qui a été décidée au sein du parti. Alors, je ne suis pas un tanky, un stalinien pur jus, enfin, pas stalinien, si vous voulez. Je suis pour autoriser qu'il puisse y avoir des courants, qu'il puisse y avoir un droit de tendance, mais pas qu'il puisse y avoir des fractions. Hein, je ne suis pas trotskiste. Hein, je considère qu'il ne devrait pas y avoir de fractions capables d'avoir leurs propres journaux, qui par définition peuvent avoir leurs propres journaux, mais qu'il puisse y avoir un droit de tendance pour éviter le monolithisme. Pour éviter le monolithisme et le suivisme. Mais qu'il n'y puisse pas y avoir de droit de fraction pour qu'il n'y ait pas de dérive fédéraliste ou de tendance à la scission. J'ai dit 2 fois tendance. Bon. Autre problème, hiérarchie opaque au sein de l'organisation, avec des cadres ou des meneurs exerçant secrètement ou hypocritement la réalité du pouvoir sans pleinement l'assumer officiellement. Il y a une chose avec l'abus de pouvoir qui est pire que l'abus de pouvoir déclaré, c'est l'abus de pouvoir hypocrite où on utilise des prête-noms. Hein, c'est plus difficile à combattre, c'est plus venimeux, c'est plus destructeur, c'est plus toxique pour une organisation que d'avoir des gens qui n'ont pas de cours, qui non seulement peuvent être des tyrans au sein d'une organisation, mais n'ont pas le courage de l'assumer. C'est ce que j'appelle personnellement une forme de dérive anarcho-fasciste. Hein. Je plaisante, hein, le terme. Quoique. Incapacité, autre point, incapacité au sein de l'organisation de critiquer certains membres faisant l'objet d'une sacralisation. Oui, pas de culte de la personnalité officielle ou non officielle, j'ai envie de dire, de certains camarades. Parce qu'avec ça, on est bloqué aussi. Hein. Quand vous ne pouvez pas critiquer quelqu'un qui pour ses erreurs, parce que cette personne fait objet de totem ou de quasi-divinisation, on pense à Jean-Luc pour la France insoumise. Hein. On peut penser à d'autres peut-être pour d'autres mouvements. Quoique Jean-Luc, c'est assez gratiné. Hein. Mais il est quand même, pour un trotskiste, il a quand même un côté un peu culte de la personnalité stalinien. Mais quoique Trotsky lui-même, voilà. Je pense pas qu'il valait mieux qu'Oncle Joe en termes de culte de la personnalité, au final, hein, et d'autoritarisme. Quoi qu'il y ait des gens qui remettent en cause les choses sur certaines thèses sur Staline qui sont tout à fait hétérodoxes, comme celle de Grover Furr sur le sujet, mais voilà. Alors il y a ce point-là, puis il y a un autre point, qu'il faut aborder, critique permanente de certains membres pour leur opinion divergente. Le tout accompagné d'un appel à l'autocritique ressemblant plus au final à du harcèlement moral qu'un véritable appel à la réflexion et à l'esprit critique. Ça, c'est aussi problématique. Ça existe chez certains. C'est un comportement sectaire. Autre point qu'on retrouve chez beaucoup de gauchistes, utilisation constante de formules creuses et sans analyse de fond, comme État bourgeois et République bourgeoise, limitant l'action
de l'organisation à une agitation gauchiste ou réactionnaire stérile, sans travail sérieux de théorie et d'analyse politique. Oui, il y a des gens qui veulent abolir la monnaie, qui disent que l'État, c'est pas bien, il est méchant, il faut l'abolir. Qui sont anarchistes ou anarchisants, on trouve chez certains trotskistes, conseillistes, des gens, enfin, certains gauchistes, les trotskistes ou trotskistes, par exemple au NPA, qui ont ce genre de formule anarchisante. Enfin, le NPA, c'est des gens qui se disent trotskistes, mais ils sont au final plus proches de l'anarchisme. Après, ça dépend sur quel gauchiste on tombe. Quand je dis gauchiste, j'utilise le mot dans son sens léniniste. Donc voilà. Autre point, refus de faire l'analyse concrète d'une situation concrète en analysant l'état du capitalisme tel qu'il est aujourd'hui. Ou à l'inversement, reniement de la lutte des classes au nom de l'évolution dans l'analyse de la société capitaliste. Ça, c'est le gros conflit qu'il y a entre, si vous voulez, entre la NUPES et lutte ouvrière. Lutte ouvrière est restée bloquée au 19e siècle dans son analyse, en s'imaginant qu'en France, il y a encore les mêmes concentrations usinières qu'au 19e siècle. Enfin, ils sont limite à penser ça. Et on a l'inverse avec les gens de la NUPES qui disent qu'il faut faire évoluer son analyse en intégrant la petite bourgeoisie et toutes ces petites idées à la con. Et en acceptant le capitalisme de service, la mondialisation. Alors, la lutte ouvrière accepte la mondialisation, elle, mais au nom de l'internationalisme. C'est ça, et ça qui est marrant. En termes d'analyse, voilà, dans ces organes. Voilà. Soit il y a des gens qui trahissent par dogmatisme, soit il y en a qui trahissent par opportunisme. Voilà, c'est dans l'analyse. Alors, ce qui est encore plus choquant, c'est un autre point, mépris envers la classe, et qui arrive chez des gens qui se disent socialistes ou communistes, ça existe, c'est mépris envers le peuple. Mépris envers la classe ouvrière et la petite paysannerie, jugée comme étant, je cite, inculte, stupide, réactionnaire ou bof. Par exemple, avec des individus, alors qu'ils se disent socialistes ou communistes, estiment que les ouvriers du BTP seraient, je cite, il y a réellement des... Vous allez être choqués, mais il y a réellement des gens... J'ai entendu parler d'un mec qui se disait communiste, qui a réellement dit ça, que pour lui, les ouvriers du BTP seraient des bas du front avec 50 de QI. Le mec, il se prétendait communiste. Voilà. Quand on a des gens qui ont ce niveau de mépris de classe, on peut... ce n'est pas étonnant qu'il y ait peu de gens qui soient disposés à faire la révolution avec eux. La révolution, ou de voter pour eux, si on est dans une approche réformiste, électoraliste, tout ce que vous voulez. Là, quand vous avez un tel niveau de mépris de classe, ce qu'on pourrait appeler un niveau de lumpenbourgeoisie, désolé, c'est la colère qui parle. Là, on voit qu'on a des traîtres. On a des traîtres à la classe ouvrière qui font du mépris de classe envers des travailleurs qui font un boulot pénible. Alors, dans les ouvriers du PTP, il y a différentes tâches, mais il y en a qui l'ignorent aussi. Et il y en a qui ignorent un certain nombre de choses vis-à-vis des masses. Là, on va voir un autre point qui est tout aussi grave et qui rejoint étrangement parfois le point précédemment évoqué. Refus du rôle éducatif de l'avant-garde vis-à-vis des masses, au profit d'une conception libérale ou libertaire, voire libérale-libertaire, selon laquelle les masses devraient se révolter spontanément contre leurs exploiteurs, et pire, selon lesquelles les travailleurs ne mériteraient pas le socialisme, s'ils ne se débrouillaient pas eux-mêmes sans l'aide de l'avant-garde. Voilà. Alors, sachant... Voilà. C'est-à-dire que l'individu
l'un des individus en question qui a eu ce genre de propos méprisants vis-à-vis des ouvriers du BTP, c'est un mec qui dit que de toute façon, l'avant-garde, il ne devrait pas s'occuper tellement des ouvriers parce que les ouvriers devraient se démerder par eux-mêmes. Sinon, ils ne méritent pas le socialisme. Hein. Ouais, vraiment. Alors, voilà, donc, je reprends. Un refus du rôle éducatif de l'avant-garde vis-à-vis des masses au profit d'une conception libérale-libertaire, voire libérale-libertaire, selon laquelle les masses devraient se révolter spontanément contre les exploiteurs. Et pire, selon laquelle les travailleurs ne mériteraient pas le socialisme s'ils ne se débrouillaient pas eux-mêmes sans l'aide de l'avant-garde. Je précise, certes les travailleurs ont dans l'ensemble l'intelligence pour lutter contre le capital, en revanche ils n'ont pas toujours le temps, les moyens matériels et la volonté d'acquérir la culture politique qui leur est nécessaire pour s'organiser et renverser la bourgeoisie. Ben oui, après plusieurs heures de travail, après une rude journée de travail, le prolo moyen, il va pas se dire je vais me taper les trois tomes les trois tomes du Capital, je vais me taper l'idéologie allemande, la guerre des paysans en Allemagne, la guerre civile en France, enfin, tout l'intégral des œuvres de Lénine, dont le gauchisme, maladie infantile, que faire, matérialisme et anti-périocriticisme, pourquoi pas, hein, l'État et les révolutions, ou se taper tous les autres classiques du socialisme. Non, parce que l'ouvrier qui a fait plusieurs heures de travail, parfois il va vouloir voir des gens de sa famille. Alors s'il aime la bière, s'il aime la bière, l'ouvrier n'aime pas forcément la bière, ça fait un peu cliché. S'ouvrir une bière, s'il a envie de se manger un morceau, regarder une émission à la con à la télé, ou un match, ou une série, ou voilà. En fait, faire une petite promenade, voir des copains ou des copines, faire des tas de choses qui sont du domaine du loisir ou du divertissement, donc pas forcément politique, même s'il peut s'y intéresser. Et j'ai pas dit qu'il ferait pas forcément des choses intellectuelles. Un ouvrier peut avoir une curiosité intellectuelle, regarder des documentaires, lire des bouquins, mais parfois il y a une certaine charge, un certain effort physique qui est demandé, ce qui fait qu'il n'a pas l'énergie pour se concentrer sur des sujets intellectuels complexes. C'est pas un manque d'intelligence, c'est un manque de force, pas de force psychologique parce qu'il y a un peu de force, mais oui, d'énergie en fait. D'énergie mentale, parce que quand on est épuisé physiquement, quand on fait les 3-8, on n'a pas toujours l'envie de faire la révolution en devenir une forme de marxiste Tchad. De Tchad marxiste, comme certains disent. D'ultra... on ne s'improvise pas marxologue, en fait. Surtout qu'on n'est pas... surtout qu'on n'est pas en état physique de le faire, physique, psychologique de s'y préparer en fait. C'est un travail de longue haleine, ça nécessite toute une organisation. Et c'est pas évident. C'est pas un manque d'intelligence, c'est un manque de temps, de volonté et de moyens matériels, parce que bon, les bouquins à disposition, voilà. Après, on a Internet, mais pour trouver les classiques, pour trouver des classiques sur des trucs comme marxisme.org. Bon, déjà, la lumière des écrans d'ordinateur, ça peut fatiguer. Donc voilà. Mais voilà. Voilà. Et du coup, c'est pas si évident que ça. Et le même homme ou la même femme, mais en l'occurrence, c'était un homme,
qui a méprisé les ouvriers sur leur quotient intellectuel, a dit que pour lui, il ne fallait pas faire le travail éducatif d'avant-garde pour les défendre. Donc doublement un traître. C'est un individu particulier à la fois, ce mec. Mais quand vous avez ce genre d'individu, dans l'un des deux cas, ou dans les deux cas, ça s'appelle un traître. L'individu qui regroupait ces deux caractéristiques-là, c'est un peu un marginal. Mais dans l'ensemble, ces caractéristiques-là de mépris de la classe ouvrière chez des gens qui se disent de gauche, ça existe. Quand, par exemple, ils font partie de la petite bourgeoisie. Une petite bourgeoisie qui veut plus voir les ouvriers en face et qui parfois se dit communiste. Mais c'est une forme de communisme imaginaire qui n'a rien à voir avec l'émancipation de la classe ouvrière par la mise en commun des moyens de production. Puisque voilà, quand on a des gens rattachés à la bourgeoisie, ou on a des gens qui refusent le travail d'avant-garde, c'est aussi des traîtres. Ça nécessite tout un travail d'éducation des militants, un travail d'éducation des masses aussi. Il faut qu'elles disposent des outils critiques, des outils d'émancipation, des outils de la culture politique, de ce savoir-là pour se libérer, les masses populaires. Donc si on n'a pas une organisation qui le fournit, le socialisme, le communisme est foutu. Autre point, prolifération d'éléments petits bourgeois dans l'organisation et dans ses cadres. Le tout accompagné d'une tendance aux idées et au comportement libéral ou libertaire vu comme branché. Le tout sans véritable éducation politique des masses. Ça existe. On a une tendance au libéralisme culturel à gauche avec peu d'analyse de classe. Et ça permet d'avoir ce qu'on appelle la gauche du capital. Des gens qui sont culturellement de gauche, mais qui économiquement favorisent des intérêts en fait, qui sont de droite, qui sont libéraux, qui sont capitalistes. Un capitaliste n'est pas forcément libéral, mais un libéral est toujours capitaliste. Ouais, retenez ça. Utilisation du lumpenprolétariat comme clientèle et chien de garde de la petite bourgeoisie avec mépris pour la classe ouvrière. Alors le lumpenprolétariat, je précise, le lumpenprolétariat, c'est la partie du prolétariat, ce qu'on appelle le sous-prolétariat, qui est composé de proxénètes, de trafiquants de drogue, de voyous, de délinquants, qui ne peuvent pas avoir qui ne peuvent pas avoir de conscience de classe ou qui ne voudront pas avoir de conscience de classe du fait de leur intérêt dans l'économie parallèle. Au passage. Ouais, je vais expliquer ça plus tard sur le lumpenprolétariat. Autre point, dévalorisation de la classe ouvrière comme force de la lutte des classes, comme force motrice de la lutte des classes, au profit d'une adulation pour la classe moyenne, au profit d'une adulation de la classe moyenne, de la petite bourgeoisie, des petits patrons, de la bourgeoisie nationale ou de la bourgeoisie progressiste. Alors je précise, ça reste la classe ouvrière qui est la force motrice de la lutte des classes. Pour autant, on peut s'allier stratégiquement à des patrons de PME contre les grosses entreprises parce qu'ils se feront écraser par la concurrence. On peut s'allier à une partie de la petite bourgeoisie. Mais c'est la classe ouvrière qui est la force motrice. Et dans la classe ouvrière, on a autant l'ouvrier d'usine, autant l'ouvrier du bâtiment, que le petit paysan, que le petit fonctionnaire, certains petits fonctionnaires, que certains employés de la fonction publique, surtout, plutôt, que des employés de la fonction publique. Voilà. Infirmiers, profs, voilà.
que voilà, le domaine médical, le domaine de la santé, des médecins, le domaine de la santé publique, de l'éducation nationale, assez mal financé pour la contribution à la société. C'est mal financé sous le capitalisme par rapport à ce qui est nécessaire pour notre société, pour le bon fonctionnement de notre société. Hein, et des salariés, par exemple du tertiaire, hein, des gens qui travaillent dans les bureaux. Hein, voilà. Même si ils feront moins pression sur les moyens de production, puisque de toute façon le patronat cherche surtout à faire du profit avec des ouvriers qu'il peut exploiter en Inde ou en Chine ou ailleurs dans le monde, ou n'importe où vous pouvez faire une politique de bas salaire, le patronat. Mais voilà. Alors j'y viens, j'en avais parlé quand j'ai parlé du centralisme démocratique. Autre point, j'y viens quand j'ai parlé du centralisme démocratique. Interdiction des courants et des tendances au sein du parti au profit du suivisme et du monolithisme, ou inversement, autorisation de fractions au sein du parti au profit d'une tendance à la scission et au fédéralisme. Ça, c'est aussi de la social traîtrise. Au sein d'un parti communiste, il faut avoir respecté le centralisme démocratique, absolument, mais avoir des tendances qui sont autorisées pour éviter le suivisme et le monolithisme. Il faut absolument éviter le fédéralisme et la scission également. Donc ça, je l'ai un peu évoqué auparavant. J'ai parlé du centralisme démocratique. Puis, autre point, appel au progressisme, entre guillemets, pour sectariser le parti et y amener des conceptions libérales et interclassistes, souvent avec, entre parenthèses, j'explique, souvent avec négation des bases philosophiques définissant historiquement le progressisme, c'est-à-dire une démarche épistémologique matérialiste accompagnée d'une éthique universaliste. Alors, il y a cette critique du progressisme libéral, du libéralisme culturel, et inversement, je dis, en termes de social traîtrise, ou inversement, critique de toute forme de progressisme sans analyse de fond au profit de conceptions politiques réactionnaires. Ni posmo ni réac. Voilà. Autre point, voilà, ce que je dis pour éviter d'avoir des sociotraîtres, c'est de dire franchement ni postmo ni réac. Donc éviter les deux extrêmes qui nient l'éthique universaliste, l'épistémologie matérialiste au profit d'une vision idéaliste et identitaire. Les réacs font le même jeu, alors qu'ils prétendent s'opposer. Autre point, valorisation d'un passé fantasmé et fétichisé, utilisé comme modèle politique sans aucun recul critique sur ce dernier. Ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être des gens qui valorisent l'ancien régime. Là, ça peut être des gens qui valorisent telle ou telle période historique, la période stalinienne, la période de la Commune de Paris, mais avec aucun recul en fait. Aucun recul critique sur les événements, ou ça peut être ça peut être fantasmé ou fétichisé en termes d'amour ou de haine. Hein. La Révolution française, l'Ancien Régime, ça peut être la Commune de Paris, la Révolution russe, la période stalinienne ou khrouchtchevienne, ou autre. Ça peut être des gens qui vont idéaliser un passé ou le détester profondément sans l'analyser. Sans analyser ce qu'il en est concrètement. Il y a des gens qui vont vous parler de République bourgeoise et qui vont parler du décret d'Allard, de la loi Chapelier, pour dire que la République est bourgeoise en soi et pour soi, enfin, sans voir que c'était une étape historique progressiste, par exemple. Ou des gens qui idéalisent la Commune de Paris pour, au final,
pour au final ne pas rien organiser du tout parce qu'ils sont dans du fédéralisme anarchisant, ou qu'ils ont une vision anarchisante des choses. Ou des gens qui vont dire qu'en URSS tout était bien, ou inversement que tout était mauvais. Hein. Sans nuance sur les périodes historiques, qui sont fort différentes entre elles, sans ou avec des diabolisations de personnages comme Lénine ou Staline, sans mise en contexte historique des personnages et des rapports de force, parce que une période historique, c'est pas que des hommes, c'est aussi des idées. Enfin, c'est aussi si des rapports. Enfin, avant d'être des idées, c'est des intérêts matériels, c'est des forces sociales qui s'affrontent. C'est ensuite que c'est des idées des hommes. Hein, voilà. Ça, faut pas nier qu'il y ait des idées des hommes. Les hommes font l'histoire. Mais ils sont liés aux conditions matérielles de la société dans laquelle ils vivent. Ah, ça, on peut pas le détacher de ça. Donc, faut faire l'analyse des événements historiques sans manichéisme, tout est bien, tout est mauvais à telle période. Enfin, après, on peut dire que l'Ancien Régime, c'était complètement pourri, parce que ça l'était. Mais les gens qui nous rejettent la Révolution française comme bourgeoise, alors qu'ils oublient qu'il existait des gens comme Babeuf, hein, qui avaient des idées qui étaient en fait les nôtres. Hein. Déjà, pendant la Révolution française, il y avait des communistes. Alors dire que c'est qu'une révolution bourgeoise, bon, il y avait des éléments bourgeois, mais passons. Appel à ce que les... Ah oui, pour en venir à un autre point, notre ami, je dis ça avec ironie, hein, qui nous parlait des ouvriers du BTP à 50 de QI, c'est un social chauvin, hein, qui est très anti-immigration. Alors qu'il y ait des gens qui soient anti-immigration, on va dire que c'est, j'allais dire, c'est leur droit. Que, en fait, il faut leur parler, il faut dialoguer. On peut comprendre aussi qu'il y a toutes les conditions autour qui font que les choses sont complexes, que la chose est complexe. C'est une question, la question de l'intégration, la question des salaires. Ok. Mais là, il y a un certain niveau. Hein. Donc, je vais citer ce point-là. Donc, un point de social traîtrise, un autre, c'est appel à ce que les prolétaires nationaux s'unissent pour battre à mort les prolétaires immigrés au nom de la lutte contre le dumping social, le tout au mépris de l'internationalisme prolétarien, mais aussi de la critique historique de gauche de l'immigration qui ne vise pas l'immigré, mais le patronat qui joue de la concurrence entre prolétaires nationaux et immigrés. Bah oui, les prolétaires français n'ont pas à se battre contre les prolétaires immigrés. Ils sont se battre contre les patrons qui exploitent et les prolétaires nationaux et les prolétaires immigrés, en fait. Les deux se font exploiter. La différence, c'est que, effectivement, ils vont essayer de sous-payer les immigrés, les salariés, les prolétaires immigrés, les patrons, parce que les patrons sont des salauds, enfin les grands patrons surtout. On a des salauds parmi ces patrons qui essaieront d'augmenter leur taux de profit dans l'extraction du plus-value et qui vont dire que des populations vulnérables, vulnérables du point de vue de leurs droits sociaux, elles pourront les exploiter davantage. Mais c'est complètement fou de vouloir unir les prolétaires nationaux contre les prolétaires immigrés, dans le cadre de l'emploi, parce que ça porte atteinte à la solidarité de classe, en fait. Et que c'est la solidarité de classe qui nous permet de combattre le capital. On a les mêmes intérêts de classe entre prolétaires français et prolétaires immigrés. C'est fou qu'il y en ait qui ait ce genre de... Voilà. Il y a toute la problématique du travail au noir, c'est pour ça que on peut avoir une critique de la politique anti-immigration de certains sociaux chauvins ou certains, on peut très bien envisager qu'il y ait une restriction, une régulation si vous voulez.
Mais les gens qui veulent zéro immigration ne se rendent pas compte qu'en fait, ça va multiplier le travail au noir, en fait. Parce qu'il n'y aura pas de contrôle. S'il n'y a pas de régularisation, il n'y a pas d'immigration légale, donc il n'y a pas de contrôle, en fait. Il n'y a pas de contrôle. Voilà. Et donc, quand les gens arrivent de façon illégale, ils feront beaucoup plus de boulot au black. Hein, donc, voilà. C'est ok qu'il y ait une critique de gauche de l'immigration, historiquement, avec Georges Marchais. Mais que cette critique, de 1, cette critique de l'immigration, nie l'humanisme, qu'il y a ni la dimension humaniste du socialisme, ainsi que sa dimension internationaliste et de solidarité de classe. Hein. Qu'elle ne considère pas les enjeux sociaux autour du phénomène migratoire, comme la ghettoisation, mais qu'elle... j'aime pas utiliser le terme essentialiser, il est utilisé à tort et à travers, mais qu'elle essentialise l'immigré comme l'ennemi des prolétaires nationaux, c'est déconnant. Il y a tous les défis autour en termes d'immigration, d'adaptation au modèle républicain, d'obéissance aux lois, au modèle républicain laïque, ou voilà, d'apprendre la langue, de connaître leurs droits sociaux pour ne pas se faire exploiter. Ok. Mais ça ne justifie pas une politique de mépris, de reniement de l'humanité. Alors, on peut envisager qu'il faille la limiter et interdire l'accès à certaines personnes ou faire des quotas pour que ce soit dans de bonnes conditions d'accueil qui puissent arriver. Parce qu'il y a aussi des problèmes, par exemple, de prostitution ou de trafic de drogue ou d'enfants ou de ce genre de choses. Enfin, il peut y avoir des problèmes dans la façon dont c'est fait, dont les conditions arrivent autour, mais il y a une limite hein, en termes de dégueulasserie. Et franchement, opposer les prolétaires entre eux, c'est être un social traître. Hein, opposer Français immigrés entre eux, c'est être un social traître. Qu'on puisse envisager les problèmes autour de l'immigration, ok. Qu'on fasse des prolétaires français et étrangers, surtout quand c'est dans le domaine du monde du travail, quand c'est tous les deux des travailleurs qui produisent la valeur sociale, des ennemis, c'est hors de question. Je rajoute que dans la critique de l'immigration, il y a des gens à droite qui disent deux choses contradictoires, à la fois que les immigrés seraient des feignants, et à la fois qu'ils leur volent leur travail. Il faut choisir à partir d'un moment, il faut être cohérent. Soit la personne est feignante, soit elle vole de votre travail. Donc, en fait, à moins qu'on parle des contrats courts, mais bon. Donc, c'est pas très cohérent en fait comme discours quand même. À moins qu'on parle d'intérim ou de CDD, mais ouais. Ça reste assez. C'est un sujet sur lequel j'exprimais le fait qu'il pouvait y avoir plusieurs positions. Moi, je me garderais d'avoir une position claire, définie, ferme. Je vois que ça structure beaucoup de débats. Aujourd'hui, avec une montée de l'extrême droite. Et donc, voilà, je préfère me concentrer sur les questions économiques. Humainement, ça me chagrine qu'on soit à ce niveau-là aujourd'hui. Sur ces questions, toutes ces questions. Et bon, on ne peut pas être sous tous les fronts. Mais opposer les prolétaires entre eux sur la base de leur identité, c'est non. Moi, je suis universaliste. Autre point, rejet gauchiste infantile du parti d'avant-garde, des élections, de l'organisation syndicale des travailleurs, de l'État et de la nation. Encore autre point, assimilation de l'internationalisme au sans-frontiérisme, à l'antinationalisme, au mondialisme et au cosmopolitisme, et parallèlement assimilation du patriotisme au nationalisme et au chauvinisme. Je pense concrètement qu'il faut défendre une vision de gauche de la nation.
Donc ça permet à la fois de réveiller le sentiment démocratique, de parler de la citoyenneté. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont abstentionnistes ou qui sont déçus de la politique ou qui se considèrent même plus vraiment comme des citoyens de la République. Donc il peut y avoir dans certains cas un problème de séparatisme, donc d'atomisation sociale, avec le communautarisme, ou avec l'individualisme aussi d'un autre côté. Mais le communautarisme a aussi ses problèmes identitaires au final. Mais surtout pour la vision économique qu'il y a autour. C'est-à-dire que une vision sans frontiériste, ça signifie accepter le libre-échange. Accepter le libre-échange est donc une politique qui favorise l'expansion des marchés, l'expansion du capital. Moi, je suis internationaliste, je suis pour la solidarité entre les peuples, je suis pour la solidarité du prolétariat au niveau international. Je suis pour une solidarité humaine, pour éventuellement le dépassement des États-nations un jour, hein, pour des valeurs universalistes. Ok. Je nie pas la nécessité d'un cadre national pour autant, cadre économique, cadre juridique, pour que les choses fonctionnent correctement. Je ne suis pas naïf. Je suis réaliste. Et rationnel. Quand je parle de ça. Je suis internationaliste et patriote et souverainiste. Bon, on va essayer de parler de moi. Autre point, politique de l'autruche vis-à-vis des préoccupations des masses populaires en vue de plaire à l'ensemble des organisations de gauche, au mépris conjoint tant des classes populaires que de la nécessaire indépendance intellectuelle des communistes vis-à-vis de la social-démocratie. En fait, vouloir faire l'union de la gauche avec des SOSDEM, voire des sociaux-libéraux, ce qui est encore pire. Les SOSDEM, ça peut aller, hein, tant qu'il... Enfin, moi, je dirais, aujourd'hui, qu'une social-démocratie qui serait souverainiste, bien souverainiste et républicaine, sauce république souveraine, gaulliste sociale, compagnie, ça peut fonctionner. Ils ont un modèle plutôt cohérent par rapport au PS ou à la France insoumise. Mais des gens qui sont pro-Europe, qui en fait sont des libéraux, qui se déguisent en socialistes ou en individus progressistes sociaux, on va dire, en individus qui prétendent améliorer les conditions de travail alors qu'ils sont européistes et certains atlantistes, au passage, eh bien, ça, c'est faire confiance à des ennemis, en fait. Je me fiche de l'étiquette gauche des gens qui trahissent le prolétariat. Là. En fait, si on trahit la classe ouvrière pour des organisations de gauche, ben, la classe ouvrière ne votera plus à gauche. Elle ne votera pas pour les gens qui les méprisent. Elle ne votera pas pour la social-démocratie. La social-démocratie a fait du paternalisme. Aujourd'hui, elle a infiltré la gauche radicale, enfin, la social-libéralisme plutôt, pour lui donner des conceptions bourgeoises. Donc les communistes doivent rester intellectuellement indépendants des sociodémocrates, c'est évident. Les sociodémocrates, c'est quand même eux qui ont fusillé Karl Liebknecht et Rosa Luxembourg. Même si on va dire que de toute façon c'était destiné, avec le conseillisme c'est destiné à échouer parce que c'est une forme de gauchisme. Hein, comme le trotskisme ou le maoïsme ou l'anarchisme. C'est une dérive gauchiste. Mais bon, ce sont des traîtres. Quand on a des gens comme ça qui appellent les corps francs, des Noske, hein, les sociodémocrates, c'est des Noske, c'est des Gustav Noske qui sont du genre à appeler le corps franc. Voilà, enfin. Désolé, mais la social-démocratie. Les sociodémocrates, dans certains cas, j'ai envie de les appeler sociofascistes, mais bon. On peut s'allier avec certains sociodémocrates, mais aujourd'hui, l'union de la gauche, c'est mou, c'est vague. Si c'est pour plaire à des gens qui nous méprisent, qui méprisent les communistes, qui méprisent les idées communistes, les vraies idées communistes, hein, c'est-à-dire pas celles qui sont influencées par les petites bourgeoisies, par les petites bourgeoisies bien libérales qu'on a aujourd'hui. Autre point, militants traités comme de la chair à canon par les cadres, qui soit ne leur fournissent pas
la préparation théorique, pas de préparation théorique à l'action militante, soit qu'il les expulse sans raison de l'organisation, sans procès ou avec un procès arbitraire. C'est un procès que certains diraient stalinien, que d'autres diraient khrouchtchevien, suivant les affinités de chacun. Mais un procès arbitraire ou pas de procès du tout. Là. Le tout avec un mépris de classe au sein de l'organisation qui prétend œuvrer à l'organisation du prolétariat. Ça, c'est problématique quand vous avez des cadres qui méprisent leurs propres militants, alors qu'ils ne leur donnent pas les éléments d'instruction théorique, donc refus de l'avant-garde, ou qu'ils les traitent comme des valets qui tractent et qui peuvent se faire virer du jour au lendemain de l'organisation. Voilà, sans procès, ou alors avec des procès bidons en interne de l'organisation. Alors, autre point, refus de l'adhésion de nouveaux membres issus des classes populaires sur décision de cadres petits bourgeois ayant manifestement une dérive gauchiste ou réactionnaire. Ça, c'est un point très important. Dont, entre autres choses, des conceptions idéalistes ou identitaires de type réactionnaire ou postmoderne, ou des sympathies coupables, selon les cas, pour l'anarchisme ou l'autoritarisme. Les deux, en fait, je précise que l'anarchisme et l'autoritarisme, ça se complète un peu. Quand vous avez affaire à des gens qui prennent l'anarchisme, certains ont des comportements psychologiques autoritaires parmi les anards, ce qui est marrant par rapport à leur idéologie. Ça prépare un peu la tyrannie. Des gens qui parlent de liberté totale pour eux et pas pour les autres, au final, tel qu'ils l'envisagent, mais sans cadre institutionnel, alors pas d'autorité, mais en fait, comme il n'y a pas d'autorité assumée, officielle, il y en a des officieuses qui se mettent en place. Parce que le premier petit tyran assez futé met en place, sans opposition, n'importe quel régime autoritaire de son choix. Pour moi, les anarchistes pendant la guerre d'Espagne, c'était un peu les idiots utiles de Franco. La CNT, c'est un peu les idiots utiles de Franco. Qu'on se le dise bien. Des gens qui trahissent la République espagnole, le PCE et le PCE, et la gauche unie, ainsi que le Parti communiste, la gauche républicaine, ainsi que le Parti communiste espagnol, c'était des traîtres en fait. Les anarchistes sont des traîtres, étaient des traîtres pendant la guerre d'Espagne. C'était les idiots utiles de Franco. Alors, autre point, ceux qui se disent de gauche alors qu'ils parlent d'assistanat et de valeur travail pour stigmatiser les personnes bénéficiant d'aides sociales ou en état de précarité. Chômeurs, sans-abri, étudiants précaires, malades, handicapés. Ça existe aussi des gens qui se prétendent communistes ou socialistes et qui disent qui se permettent de mépriser les personnes en état de précarité ou d'insécurité sociale, on va dire. Voilà. En revanche, ces notions de valeur travail d'assistanat peuvent et doivent être retournées pour dénoncer le capitalisme, sachant que la bourgeoisie profite du fruit du travail d'autrui, tout en donnant des notions de morale sur le travail. Autrement dit, les vrais assistés, ce sont les capitalistes. Ce sont les capitalistes qui ne seraient rien sans les travailleurs qu'ils exploitent. Et la valeur travail ne peut exister tant que domine le capital, car ce sont les travailleurs qui font vivre le pays par leurs efforts, et pas les capitalistes qui sont des parasites. Bref, les parasites sociaux, ce ne sont pas les personnes précaires, mais les privilégiés du système capitaliste, les bourgeois. Voilà. C'est-à-dire qu'il ne faut pas utiliser, comme les droitards, ces notions de travailleurs, de valeur travail et d'assistanat. En revanche, il faut les retourner contre eux. Il faut les prendre au mot, il faut aller sur leur terrain. Ne pas saisir ce genre de subtilité. Parfois, ça peut être fait d'un social traître, de jouer au con et de laisser ces mots-là entre les mains de la bourgeoisie, qui les utilisera contre l'intérêt de classe du prolétariat,
mais retourner ces notions contre ceux qui les utilisent. Vraiment les retourner, et sur cette base, discréditer complètement leurs propos. C'est qui les assistés? Est-ce que c'est pas les mecs qui ont une bonne qui fait les pipes, le café, qui fait le café et les P? Est-ce que c'est pas une servante dont ils peuvent abuser, ou un servant selon les goûts? Après, homme ou femme, hein, le bourgeois est un bourgeois. Est-ce que ce sont pas les gens qui se font torcher le cul par leur bonne? Est-ce que c'est pas ces gens-là qui sont nés avec une petite cuillère en argent dans la bouche, qui font travailler autrui non seulement à l'usine et qui se font des marges sur le travail d'autrui, et qui se font assister sûrement dans leur vie quotidienne, dans leur villa, dans leur palace, dans leur tout ce que vous voulez, par toute une armée de serviteurs? Est-ce que eux sont pas assistés? On leur retire leurs serviteurs, ils ne sont rien, les bourgeois. Hein? Les bourgeois, vous leur... Arrêtons... Ah oui, aussi quand une entreprise est renflouée par l'État, est-ce que c'est pas de l'assistanat? Hein? Quand une entreprise privée, quand une grande entreprise privée obtient des subsides de l'État ou d'un allègement fiscal, est-ce qu'elle est pas... est-ce que ce ne sont pas des assistés? Quand elle avait leur travail, quand vous avez des riches héritiers qui n'ont jamais rien foutu de leur vie, ou des traders dont le travail n'est que de la spéculation financière, qui n'ont pas fait le travail que font un ouvrier, un enseignant, un paysan, qui servent la nation, eux, contrairement aux traders. Eh ben, ces gens-là sont mal placés pour parler de leur travail. La valeur du capital, c'est pas la valeur du travail. Il faut opposer la valeur du travail avec la valeur travail et la valeur du capital. Voilà. Donc ça c'était un point. Autre point, ceux qui nient l'existence du lumpenprolétariat comme partie non consciente du prolétariat et comme étant potentiellement traître au prolétariat, du fait de sa participation à des activités d'économie parallèle, trafic de drogue, proxénétisme, contrebande. Autre point, ceux qui confondent toute situation de précarité avec le lumpenprolétariat. Eux aussi c'est des traîtres, ceux qui confondent toute situation de précarité avec le lumpenprolétariat. Encore un autre point, et dernier point cette fois, l'antifascisme d'opérette. Alors, je précise, l'antifascisme d'opérette, les antifas, ce ne sont pas des antifascistes. Je précise. Le vrai antifascisme repose sur une analyse de classe. Et sur une connaissance de ce que c'est un peu le fascisme historique. L'antifascisme d'opérette, un antifascisme gauchiste, ne reposant sur aucune analyse de classe et assimilant toute référence à l'État, à la nation, à la question de la souveraineté nationale, ou à tout ce qui pourrait être objectivement perçu comme moins progressiste comme conservateur ou réactionnaire, à du fascisme. Quand vous avez des gens qui vous disent que ne pas être d'accord avec eux, c'est du fascisme, sur le fait qu'on n'est pas forcément sur les mêmes modes sociétales quand ils parlent de questions de progressisme, qui qualifie comme quelqu'un comme pas assez progressiste, ou comme trop conservateur ou réactionnaire, et qui se permettent de traiter cette personne de fasciste, vous avez des antifas d'opérette, qui restent dans le discours et pas dans le réel. Dans un discours fictif, hein, qui n'est pas dans le réel, et qui ne font pas une analyse matérielle de la société sur ce qu'est le fascisme comme un instrument du capital financier qui utilise les éléments les plus réactionnaires et chauvins de la bourgeoisie, chauvin qui peut être traduit au sens identitaire, pour briser la conscience de classe auprès des masses, qui se constituent en mouvement de masse pour briser la conscience de classe au sein des masses. Et le fascisme peut utiliser des éléments identitaires. Ça peut être la nation, ça peut être la race, concept absolument abject, au passage, que celui-ci, mais aussi toutes sortes d'autres choses qui permettent de cliver les gens entre eux et d'avoir une bourgeoisie qui met en place un régime autoritaire pour empêcher toute lutte des classes. Voilà. Un antifascisme sérieux, ça repose sur une analyse de classe. Donc en fait, quand vous êtes
un antifa, vous êtes potentiellement un social traître parce que vous avez des éléments gauchistes type Anard ou trotskiste qui pervertissent l'analyse de classe que peut faire un marxiste-léniniste. Ou un communiste sérieux, enfin un jaurésien. Après, vous pourriez avoir des antifascistes de droite, bon, qui ne sont pas anticapitalistes comme nous, mais qui pourraient nous rejoindre dans une vision de l'antifascisme qui serait la défense des libertés démocratiques. Liberté démocratique qui requiert un cadre étatique, hein, institutionnel, contrairement aux trucs des anarchistes qui se permettent des violences qui se permettent de... Voilà. Vous pourriez, le problème, c'est que si vous avez un antifa qui a une mauvaise analyse, vous pourriez qualifier des gens de gauche de fachos. Des gens de gauche, que parce qu'ils n'ont pas la même vision que vous, gauchistes, incultes, que certains... que vous. Pas que mes auditeurs... Je sais pas, ça fait un peu comme si je m'adressais aux auditeurs, mais non. Je m'énerve contre les... Si vous avez affaire à des antifas qui considèrent que la nation c'est du nationalisme, donc du fascisme, qui insultent tout militant de gauche de facho, qui a cette vision-là de gauche de la nation de facho, parce qu'il porte une certaine vision de la nation, vous avez un problème réel pour toute la suite en ce qui concerne l'organisation du combat de la classe ouvrière. Hein. Pour la raison que je viens de citer par rapport au fait que l'internationalisme n'est pas un antinationalisme, c'est pas un sans-frontérisme. Voilà. Et pareil sur les questions sociétales qui devraient ne pas trop diviser le camp ouvrier qui lui-même n'est pas forcément aujourd'hui dans un bon état. Sans compter les libéralistes culturels de la petite bourgeoisie. Voilà. Donc voilà, on a fait un peu le tour des sociotraîtres. Alors, j'avais fait... Dans les exemples, j'avais mis... dans les exemples, je pourrais mettre des gens comme Léon Blum, comme Flamby, comme François Mitterrand, ou comme Daniel Cohn-Bendit. Voilà, Daniel Cohn-Bendit incarnant le gauchisme, le libéral libertaire. Mitterrand, l'homme de Vichy, le social traître, le tournant des rigueurs de 1983. Blum, ceux qui ont trahi Jaurès, c'est-à-dire la SFIO, d'après le congrès de Tours. Flamby, en fait, n'a rien trahi parce que, de toute façon, la classe ouvrière, normalement, elle ne vote pas de PS. Elle était déjà trahie par le... On peut pas... Comment dire? Il n'est pas des nôtres, donc il ne peut pas nous trahir, d'une certaine façon. Hollande. Hollande n'est pas un traître parce que son camp a déjà trahi à sa place. Enfin, si, c'est un traître. Mais... De toute façon, le mal était déjà fait, avec le Parti socialiste, dont les socialistes étaient partis. Le mal a été déjà fait depuis Léon Blum pour François Hollande. Ça s'est empiré par la suite. Mais oui, par exemple, aujourd'hui, Daniel Cohn-Bendit qui se disait, je sais plus, anard ou maoïste. Non, je crois que c'est anard. Et qui aujourd'hui est qui se disait révolutionnaire en tout cas. Et qui aujourd'hui est un libéral européiste, bien capitaliste, bien anticommuniste. C'est un exemple. Après, on peut prendre Denis Kessler, qui a été maoïste et qui est devenu vice-président du MEDEF. Mais voilà, ça s'appelle des sociotraîtres. J'ai pas fait la liste exhaustive, mais voilà. Donc voilà, sur ce, camarades et citoyens, camarades et citoyennes, je vous souhaite de bien prendre soin de vous. Raison, égalité, nous vaincrons. Ciao.